Ma fête de fiançailles était censée être le jour le plus heureux de ma vie. La pièce était remplie de musique douce, de bougies vacillantes et de l'odeur des roses et du champagne. Les gens riaient, sirotaient des cocktails et me félicitaient, moi et Daniel, l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais passé 6 ans à construire une vie. Mais derrière tous ces sourires et ces verres qui s'entrechoquaient, ma famille préparait quelque chose d'impardonnable. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Tout avait commencé 2 semaines avant la fête, quand ma mère m'appela dans la cuisine avec cette fausse voix douce. Celle qu'elle utilisait toujours quand elle voulait obtenir quelque chose d'important. Tu sais que le mariage de ton frère approche, dit-elle en ajustant son collier comme si elle se préparait à la guerre. Et toi, tu n'as toujours rien fait de ces 100 000 $ que grand-père t'a laissés pour ton propre mariage. Je me raidis. Parce que je les garde pour mon mariage. Eh bien, le mariage de Justin est avant, sourit-elle d'un air faussement sucré. Et il veut absolument ce complexe de villégiature à Cancun. Ce serait tellement important si tu nous laissais emprunter cet argent. Je clignai des yeux. Vous voulez que je donne à Justin mon fonds de mariage? Pas donné, intervint mon père depuis l'embrasure de la porte. Juste prêter? Toi et Daniel, vous pouvez organiser quelque chose dans le jardin. Vous n'êtes pas du genre tape accent grave l'œil de toute façon. Je les regardais tous les deux, incrédules. Vous voulez que je réduise mon avenir pour financer sa grande fête? Maman fronça les sourcils. Ce n'est pas à propos de toi, Ava. Ton frère est le seul fils, et il épouse une Thompson. Ils ont de vraies relations. Et Daniel? Et moi? Répliquai-je, stupéfaite. Tu comprendras quand tu seras plus âgé, dit mon père froidement avant de sortir, comme si la conversation était terminée. Mais je ne cédai pas. Pendant 2 semaines, la tension à la maison devint insupportable. Ils essayèrent la culpabilisation. Ils essayèrent la manipulation. Maman alla jusqu'à pleurer et à dire à la famille élargie que je refusais d'aider mon frère dans son moment de besoin. J'ignorais les regards noirs et les jugements silencieux. Daniel ne cessait de me répéter. Tu ne leur dois pas ton avenir, Ava. Et pour une fois, je le crus. Je me choisis moi-même. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il riposterait ainsi. Le soir de la fête de fiançailles, tout était parfait, jusqu'à ce que mon frère arrive en retard, visiblement ivre, et jette son blazer sur une chaise d'invité comme si la soirée entière lui appartenait. Mon père lui fit un signe de tête, puis parcourut la salle du regard pour me trouver. Quand il m'aperçut debout près du gâteau, le bras de Daniel autour de ma taille, son visage s'assombrit. Il s'avança lentement, comme un homme qui essaie d'avoir l'air calme tout en ravalant sa rage. Il faut qu'on parle, dit-il entre ses dents serrées. En plein milieu de mes fiançailles. Répondis-je. Tu es en train d'embarrasser la famille. Il siffla en m'agrippant le bras. Daniel fit un pas en avant. Monsieur, avec tout le respect. Mais mon père le repoussa violemment. Ne te mêle pas de ça. La musique s'interrompit. Tous les invités se retournèrent alors que la voix de mon père s'élevait. Espèce de gamine égoïste. Tu dois tout à ton frère, et cette fête, tu ne la mérites pas. J'essayai de me dégager, mais il serra mon poignet plus fort, les yeux fous. Donne-lui cet argent, bon sang, ou je te jure. Et alors, c'est arrivé. Il me gifla, de toute la paume, devant 50 personnes. Mon boucle d'oreille vole. Ma tête se tourna sous la force, et le temps sembla s'arrêter. Ma mère poussa un cri, mais pas d'horreur, plutôt d'embarras. Justin rit nerveusement et but une gorgée de son verre. Daniel se précipita à mes côtés, tenant mon visage entre ses mains, tremblant de fureur. Vous venez de frapper votre fille, dit-il en tremblant. Le soir de ses fiançailles. Elle l'a bien cherché, répliqua mon père. Elle est ingrate. Nous l'avons élevée, et voilà comment elle nous remercie.
Je restai là, la joue en feu, fixant un homme qui venait de briser la dernière part de moi qui voulait encore faire partie de cette famille. Je ne pleurais pas. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je me tournai vers Daniel et murmurai. Allons-nous-en. Nous quittâmes la fête sans un mot de plus. Le silence derrière nous était assourdissant. Je pouvais sentir le jugement, les chuchotements, le scandale naissant comme une échéchimose. Mais je m'en fichais, car quelque chose en moi venait de se briser de la manière la plus puissante qui soit. Il voulait me voler mon avenir. Très bien. J'allais prendre le leur. Et je savais exactement par où commencer. Le lendemain matin, ma joue me faisait encore mal. Mais ce n'était pas la brûlure qui me hantait. C'était le silence. Aucun appel. Aucune excuse. Ni de ma mère, ni de mon père, ni même de Justin. Il faisait comme si rien ne s'était passé. Daniel me prépara des œufs et du café, essayant de garder une certaine normalité, mais je voyais la tension dans sa mâchoire. Tu dois faire quelque chose, dit-il doucement. Ce n'est pas seulement une gifle. Ils t'ont humilié, et ils continueront. Je hochai la tête. Mais j'avais déjà un plan. J'avais gardé un document. Une pièce officielle datant de plusieurs années, que mes parents avaient probablement oubliée. Voyez-vous, mon grand-père m'avait laissé 100 000 $ pour mon mariage. Mais ce n'était pas tout. Avant de mourir, il avait discrètement transféré le titre de propriété de leur maison, sa maison d'origine, à mon nom. Il m'avait dit. Un jour, ils oublieront ton sang. Quand ce jour viendra, tu auras besoin de quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas impuissante. À l'époque, je n'avais pas tout compris. Mais maintenant, je comprenais. Je sortis le dossier d'un tiroir verrouillé. Et là, il y était. L'acte de propriété. Titulaire, Ava Jennings. Signé, tamponné, intact. Ils ne savaient pas que j'étais la propriétaire légale de leur maison. Ils pensaient que le nom de mon grand-père figurait toujours dessus, ou peut-être que la succession l'avait attribué conjointement à eux. Mes grands-pères avaient contourné tout ce processus. Ils ne leur avaient jamais fait confiance. Ils m'avaient fait confiance à moi. Je passai quelques appels. Mon avocate, une femme gentille mais redoutable nommée Lenore, examina les documents et confirma tout. Vous avez l'autorité légale complète pour vendre cette maison, dit-elle. Si vous voulez procéder, il suffit de donner le feu vert. Je ne dis pas oui. Pas encore. Parce que je voulais qu'ils le voient venir. D'abord, je leur envoyai un avis officiel dans une élégante enveloppe gaufrée en or, les informant d'un examen de propriété. Pas une menace, juste un rappel. 2 jours plus tard, maman appela. Ava, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe, demanda T.L., la voix tranchante. Oh, répondis-je. C'est à propos de la maison. Elle ricana. Nous vivons ici depuis 20 ans. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, dis-je calmement. C'est à moi. Grand-père me l'a laissé. Pas à toi. Pas à papa. Silence. Tu ne veux quand même pas nous expulser? Murmura T.L., soudain moins arrogante. Je souris amèrement. Je veux juste vous accorder la même considération que vous m'avez donnée quand papa m'a giflé devant 50 invités, et que tu es resté là comme si je l'avais mérité. Elle essaya encore la culpabilisation. Mais où irons-nous? La santé de ton père n'est plus ce qu'elle était. Nous avons construit notre vie dans cette maison. Et moi, je construisais la mienne, répondis-je. Jusqu'à ce que vous essayiez de la détruire pour un mariage à la plage, et que tu regardes ton mari frapper ta fille. C'est alors que les hurlements commencèrent. Elle m'insulta, me traita d'ingrate, de mauvaise fille, dit qu'elle n'aurait jamais dû m'avoir. Je la laissai se vider de sa rage, jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis je dis. Vous avez 30 jours. Bip. Mais je n'en avais pas terminé. Daniel et moi assistâmes au mariage de Justin.
J'y étais invitée seulement parce que je n'avais pas encore rendu l'affaire publique. J'arrivais vêtue d'un élégant tailleur pantalon blanc, ma joue guérie, mes yeux plus froids que la glace. Mon frère me lança un sourire narquois pendant la réception, comme si de rien n'était. Content que tu aies enfin montré ton visage, dit-il. Je me penchai vers lui. J'espère que tu profiteras bien de ta lune de miel, murmurai-je. Parce qu'à ton retour, maman et papa n'auront plus de maison pour t'accueillir. Il éclata de rire, jusqu'à ce qu'il réalise que je ne plaisantais pas. 2 semaines plus tard, les documents finaux furent validés. Je vendis la maison. Pas à n'importe qui, mais à un promoteur qui prévoyait de la raser pour reconstruire. L'avis fut affiché en lettres rouges sur leur porte d'entrée. Propriété vendue. Libérer les lieux sous 14 jours. Mon téléphone n'arrêta pas de sonner. Je n'ai pas répondu. Quand ils se présentèrent devant ma porte en larmes, je les laissai sur la pelouse. Tu crois que c'est juste? Cria mon père. Non, répondis-je. Mais ça ne l'était pas non plus de me gifler à mes fiançailles ou de choisir un fils plutôt qu'une fille pendant 28 ans. Nous t'avons tout donné? Grogna-t-il. Vous m'avez tout pris, corrigeai-je. Maintenant, je ne fais que rendre l'appareil. Ils supplièrent. Pour la première fois de ma vie, ils me supplièrent. Mais j'avais déjà tourné la page. Je les regardais partir en silence. Toute leur vie entassée à l'arrière du SUV de Justin. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et ce n'était que le commencement. 3 mois après la vente de la maison, la vie était redevenue calme. Mais je n'avais pas encore terminé de guérir. Le monde pensait que j'allais bien, que j'avais tourné la page après la trahison. Mais le traumatisme ne disparaît pas simplement parce que l'acte est signé et que les serrures ont changé. La vérité, c'est que je passais des nuits à me demander si j'étais allé trop loin, si la vengeance n'était pas qu'un masque posé sur d'anciennes blessures. Puis la lettre arriva. Elle était adressée de la main de ma mère, envoyée par la poste, pas par email comme si la honte était trop lourde pour un message numérique. Je la laissai 2 jours sur mon comptoir de cuisine, sans l'ouvrir. Quand je me décidai enfin à la lire, les mots me transpercèrent comme du verre. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé. Tu es en train de détruire ta famille par rancune. Tu as vendu notre maison, ta maison, et maintenant la santé de ton père décline. Tu as fait ton point. Es-tu fier de toi? Aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce qu'il m'avait fait. Juste de la culpabilisation. Cette nuit-là, je brûlai la lettre dans le brasero du jardin. Daniel se tenait à mes côtés, silencieux, me tendant le briquet. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence me disait tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais pas eu tort de partir. Mais le monde, lui, continuait de tourner. 2 semaines plus tard, je reçus un appel inattendu d'un numéro familier. Gregory Harper, PDG d'un prestigieux cabinet de conseil où j'avais fait un stage à l'université. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des années. Ava, dit-il chaleureusement. J'ai suivi ton travail avec l'association caritative. Ton dernier projet sur l'équité du logement est brillant. Nous ouvrons une nouvelle branche à Seattle. Je veux que tu la diriges. Je faillis laisser tomber mon téléphone. Vous m'offrez un poste de direction? Oui, répondit-il. Plein pouvoir, plein salaire, et totale liberté. J'acceptai. Ce soir-là, Daniel et moi avons commencé à emballer nos affaires pour déménager à Seattle. Je jetai un dernier regard à notre appartement, non pas parce qu'il allait me manquer, mais parce qu'il symbolisait la vie que j'avais construite par moi-même. Peu de temps après mon installation dans mon nouveau rôle, un gala de l'entreprise fut organisé à Los Angeles. J'y retournai pour prendre la parole sur scène, sans savoir que mon discours allait devenir viral. Je partageai mon histoire, pas chaque détail sordide, mais suffisamment.
Je parlais de la trahison générationnelle, du mythe de l'amour inconditionnel, de la manière dont parfois, les personnes qui vous élèvent essaient aussi de vous effacer. La salle resta silencieuse, puis explosa en applaudissements. En descendant de la scène, une jeune femme m'arrêta près de l'ascenseur. « Votre histoire m'a sauvée, dit-elle en larmes. Mon père m'a forcé à donner mes économies pour que mon frère aille à la faculté de droit, et je pensais que c'était moi le problème. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. » Je la pris dans mes bras. Je n'avais pas besoin de validation. Mais ce moment me rappela que ma douleur avait un but. 2 semaines plus tard, je retournai brièvement dans ma ville natale pour une visite immobilière. Et comme le destin l'aurait voulu, je tombais sur mon frère Justin devant un centre commercial. Il était plus maigre, mal rasé, les yeux cernés. Il cligna des yeux en me voyant sortir du SUV noir. « Oh, donc les rumeurs étaient vraies, marmonna-t-il. »« Lesquelles ?» répondis-je avec un sourire. « Que tu as vendu la maison juste pour prouver un point. » Je penchai la tête. « Non. Je l'ai vendue parce que toi, tu m'as devancé pendant des années. » Il détourna le regard. « Maman squatte mon canapé, lâcha-t-il. »« Ça doit être amusant, dis-je. Peut-être que la prochaine fois, elle apportera une ceinture. » Il tressaillit. « Tu as vraiment changé ? » Non, dis-je en m'approchant. Tu as seulement sous-estimé à quel point je peux être silencieuse, quand je prépare mon retour. Il n'eut pas de réponse. De retour à Seattle, les choses devinrent plus lumineuses. Je lançai une initiative pour les femmes victimes de trahison familiale. Je l'appelais « la deuxième chambre », pour toutes les filles à qui l'on avait dit qu'elles ne mériteraient jamais la première. Lors de l'inauguration, je prononçai un dernier discours. On m'a giflé le soir de mes fiançailles. Mais ce n'était pas le jour où j'ai sombré. C'était le jour où j'ai commencé à me reconstruire. Nous ne sommes pas ce qu'ils nous ont fait. Nous sommes ce que nous bâtissons à partir de cela. Applaudissements. Larmes. Espoir. Mes parents. Je ne les ai jamais revus. Mais de temps en temps, je les imagine passant en voiture devant l'endroit où se trouvait autrefois leur maison. Aujourd'hui, à sa place, se dresse un centre moderne pour mères célibataires financé par le même fonds qu'il avait tenté de me voler. Et voilà. C'est cet héritage que je choisis de laisser derrière moi. Pas la vengeance. La renaissance. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.